globalement, quel que soit le niveau, j'oserais prendre une métaphore militaire en vous répondant en général. En vous disant que, quel que soit le niveau, il y a les fantassins et il y a les officiers. Au niveau de la commune, les fantassins, ce sont les membres du conseil municipal, et les officiers, c'est le maire et ses adjoints. Dans un conseil général, c'est la même nuance entre les conseillers généraux et le président et ses vice-présidents. Et au niveau de l'État, c'est le président et ses ministres, et l'ensemble des parlementaires qui, eux, sont dans le rôle des fantassins. Quel que soit l'échelon, les fantassins ont un pouvoir moindre que celles et ceux qui occupent des fonctions exécutives. Mais comme dans un certain nombre de batailles, il peut arriver que ce ne soient pas forcément les plus gradés qui puissent se livrer à des actions héroïques qui amènent tout le monde à changer de comportement ou d'opinion. Et donc, il y a dans les classes qu'on fait dans une vie politique à des niveaux qui peuvent sembler être des niveaux moindres, une capacité à être parfois un aiguillon, je le dirais de cette manière, pour provoquer des changements qui peuvent être de plus en plus importants. Dans un système centralisé comme le nôtre, et dans une république qui a beau se proclamer décentralisée, l'immense frustration d'un élu local, c'est le fait de devoir appliquer la loi sans pouvoir la modifier, même quand il mesure qu'elle est absurde. Et ça, c'est une souffrance. C'est une souffrance quand vous gérez un budget avec des dépenses obligatoires auxquelles vous ne pouvez pas toucher alors que vous mesurez les gabegies et les gaspillages qu'il y a derrière tel ou tel dispositif. Et dans les motivations qui m'ont conduit à devenir parlementaire, il y avait notamment cette motivation. Je vais prendre un exemple, simple. La collectivité départementale, elle est la plus contrainte des collectivités locales françaises. Pour dire les choses de manière simple, dans les régions, plus de 50% du budget est consacré à de l'investissement. Dans les départements, plus de 50% du budget est consacré à du social. Et dans les communes, on peut tendre vers une forme d'équilibre entre l'investissement et le fonctionnement. Je dis les choses à grands traits. Je vois au moins un maire ici qui sait que ce n'est pas tout à fait exact et que plus la commune est petite, plus les équilibres sont incertains, mais pour dire les choses de manière simple, c'est à peu près ça. Quand vous avez à gérer des dépenses sociales, nous, dans le Maine-et-Loire, en gros, nous avons 350 millions d'euros de dépenses sociales obligatoires qui ne sont que l'application de la loi. Quand dans ces 350 millions, qui progressent à un rythme de 3-4% par an, vous voyez les inepties de l'application de textes dont nous n'avons plus les moyens. Ça ne vous donne pas la possibilité pour autant de les changer. Un des scandales, mais je pourrais passer la soirée à en énumérer un certain nombre, que j'ai trouvé au cours de ces dernières années, c'est celui des allocations familiales versées à des familles dont les enfants ont été retirés par des juges à la suite de mauvais traitements. On est presque 800 000 habitants dans le département. Il y a 1900 enfants, ici en Maine-et-Loire, qui ont été retirés à leur famille sur décision de justice. Sur ces 1900 enfants, les parents de 1700 continuent de toucher 100% des allocations familiales et les allocations de rentrée scolaire, alors que nous, contribuables, globalement, nous finançons la famille d'accueil ou le foyer dans lequel ils sont, la cantine, les inscriptions à des activités physiques, ou sportives ou culturelles, les achats de vêtements, l'argent de poche à partir de 12 ans, etc. C'est 90 millions d'euros. Pour vous donner un chiffre précis. Sauf que sans texte, vous ne pouvez pas décider, ici, dans la République autonome du Maine-et-Loire, que tel texte qui s'applique partout en France ne s'appliquera pas. Et donc vous êtes dans la situation où il faut faire modifier la loi. C'est le combat que j'ai conduit avec Catherine Deroche, qui nous a conduit il y a un peu plus de 2 mois à obtenir un vote assez historique, avec 330 voix sur 346 contre l'avis du gouvernement,
Et on est en train de travailler à l'arrivée à l'Assemblée nationale de ce texte, peut-être pas pour avoir la même majorité, mais en tout cas pour avoir une majorité qui dépasse les 50 et qui transforme cette proposition de loi en loi. Et des exemples, je peux en donner des quantités. Aujourd'hui, nous sommes assis sur une aberration juridique qui est l'obligation en 2015 de mettre aux normes tous les bâtiments publics pour qu'ils soient tous accessibles à des personnes en situation de handicap. Et le législateur a prévu en 2005 que le maire qui ne le ferait pas encourrait des sanctions pénales. Il est impossible que cette loi soit en temps et en heure appliquée. Mais plus important, il n'est pas souhaitable qu'elle le soit. Parce que les milliards d'euros qu'il faudrait dépenser pour aller faire des rampes à 7% dans des bâtiments où parfois personne ne va, c'est un non-sens. Quand dans la commune de Barassé, dans le Maine-et-Loire, 400 habitants, vous avez une personne en fauteuil qui siège au conseil municipal, que le maire m'emmène dans la salle des fêtes, qu'il faut mettre aux normes, ce qui suppose de faire une rampe pour accéder à l'estrade, que comme l'estrade a été conçue en béton et très haute, la rampe doit faire toute la longueur de la salle pour respecter la pente des 7%, je vous jure que c'est vrai. Et que le conseiller municipal qui est en fauteuil dit « Si vous décidez de ces travaux, je démissionne du conseil municipal pour dénoncer le gaspillage que ça représente. » Mais non, on continue comme si de rien n'était, dans le même ordre d'idée. Aujourd'hui, dans les responsabilités qui sont les nôtres, nous assurons le transport des enfants qui se rendent à l'école, au collège ou au lycée. Ce transport, il se fait par car pour ceux qui ne souffrent pas de handicap, et il se fait en taxi pour ceux qui sont en situation de handicap. On nous dit, au titre de l'accessibilité totale, tous les cars doivent pouvoir accueillir des enfants en fauteuil. Ça suppose de changer la flotte actuelle pour acheter des cars avec des monte-charges. 30 millions d'euros pour acheter la nouvelle flotte de cars. Pas en une fois, on l'amortira sur un certain nombre d'années. Enfin, on paiera ces 30 millions. Sauf qu'il y a un problème, c'est que ce monte-charge, pour qu'il fonctionne, il faut pouvoir prendre les gens à quai. Or, les 8000 points de collecte du réseau de transport scolaire, c'est au bord des routes départementales. Par définition, ceux qui sont en ville, là où il y a des trottoirs, ils sont pris en charge par les bus des villes. Nous, on assume à l'extérieur des agglomérations, dans les zones rurales, cette mission. Donc il faudrait bétonner des quais à chaque endroit potentiel où un enfant en fauteuil se trouve. On a un autre problème, c'est que, ça c'est la magie de l'absurdité de la réglementation quand elle est trop poussée, c'est que les parents inscrivent leurs enfants au mois de juin, qu'entre le moment où on a connaissance de leur inscription et la rentrée, on n'a pas le temps d'organiser un appel d'offres en respectant les standards européens pour faire en sorte d'accorder le marché à des gens qui auraient été choisis en respectant la totalité des règles. Donc, le seul et unique moyen d'appliquer la loi, c'est de maçonner des quais dans les centres-bourgs des communes, ce qui veut dire que ce sera aux parents d'emmener leurs enfants jusqu'au centre-bourg, où à ce moment-là, un car viendra les récupérer, alors qu'aujourd'hui, on leur assure un service qui consiste à aller les chercher chez eux, de manière gratuite, avec des taxis, et donc on a à la fois un système qui est plus performant pour les familles, et qui est moins cher que celui qu'on projette. Mais pour le moment, personne n'a touché à la loi, parce que quand vous évoquez cette question, je l'ai fait à la tribune du Sénat il y a 6 mois, vous avez encore des gens pour vous dire « mais tu n'y penses pas, va dire ça devant des associations de personnes handicapées, tu verras comment tu seras reçu ». Si on continue à faire de la politique en se préoccupant de ne pas faire de la peine aux gens et en considérant que la vérité doit être réservée à un petit cénacle, on va collectivement droit dans le mur. C'est pas parce que des choses sont désagréables à entendre qu'il ne faut pas les dire. Donc pour être très concret, la limite et le plafond de verre qu'on a au niveau des collectivités locales, c'est potentiellement l'obligation d'appliquer des textes nationaux. Ce plafond-là, il est réel. Votre autonomie est beaucoup plus grande quand vous êtes maire que quand vous êtes président de région, que quand vous êtes président de conseil général, parce que la réalité des responsabilités que vous exercez et le poids de l'État des décisions, le poids de l'État dans les décisions que vous prenez n'est pas le même en fonction du niveau où on se situe. Pour dire les choses de manière succincte et rapide, voilà ce que je pourrais vous répondre en général.